j'aimerais avant tout remercier aussi l'Académie vétérinaire de m'avoir invité à parler de cette problématique des antiviraux en médecine équine. Et je vais essayer de poser quelques questions et d'apporter également quelques données de la recherche actuelle. Donc un constat d'abord, ça a été évoqué, on sait qu'on n'a pas de molécule antivirale avec une AMM dans le domaine équin. Alors est-ce que c'est lié au marché qui est faible? J'entendais des discussions dans la salle à mon arrivée. On évoquera, je pense, à la table ronde la prescription dans le cadre de la cascade en responsabilité qui est réalisée sur le terrain par les praticiens. Et moi, je vais évoquer beaucoup le traitement de la encéphalomyélite à herpès virus avec ce traitement au valacyclovir qui est décrit le plus souvent. Mais on a réalisé au laboratoire des travaux de recherche sur la rhinopneumonie et en développant aussi un modèle d'étude in vitro. Et je terminerai par quelques autres maladies chez les chevaux. Mais tout a démarré avec un consortium qui a rassemblé des spécialistes en pharmacologie, dans le domaine de la virologie animale, mais également humaine, que j'ai cité dans le consortium SEV pour stratégie antivirale équine. Je vais passer très vite sur l'herpès virus équin qui est responsable de la rhinopneumonie. C'est un virus à ADN. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une famille de virus avec les alpha-herpès virus équins qui sont les plus dangereux, puisque responsables de la forme nerveuse de la maladie, et que tous les travaux que je vais vous présenter, des travaux de validation qui ont été réalisés sur l'herpès virus équin 1, sont également menés sur ces autres virus, EHV3, 4, 8 et 9. Donc tout d'abord, il faut surtout pas éviter, et là les praticiens le savent bien sur le terrain, ce qui est essentiel, c'est le mode de propagation. On a beau avoir un virus qui va entraîner une forme nerveuse, c'est d'abord avant tout un virus respiratoire qui va donc être passé de cheval à cheval au niveau des naseaux, puisque c'est après avoir franchi la muqueuse et arrivé dans l'épithélium que le virus va se multiplier. Et après cette phase de multiplication, il va pouvoir, après une virémie, entraîner ce qu'on appelle des formes secondaires qui sont graves. Alors, l'avortement, bien évidemment, un avortement, c'est la perte de 100% de la production pour l'éleveur. Et puis la myéloencéphalopathie. La myéloencéphalopathie, c'est la forme nerveuse de la maladie liée à ce virus HV1. Alors les signes cliniques, l'ataxie, la parésie, et Jean-Yves les connaît bien, l'incontinence urinaire, et puis très important, arriver à faire en sorte que le cheval soit maintenu debout, alors soit dans des slings comme les hôpitaux américains, ou avec des systèmes de fortune, avec cette photo qui m'a été gentiment donnée par Pierre Tritz, qui travaille également au RESP dans le réseau nerveux. Et donc c'est essentiel parce qu'on sait que dans 50% des cas, si le cheval se couche, ça conduira à l'euthanasie. Donc, Valence a été un déclencheur pour prendre conscience de cette pathologie. C'est une compétition qui a entraîné la mort de nombreux animaux après cette forme nerveuse de la maladie. On s'est demandé si c'était lié à une souche particulière. Il s'avère, après de nombreuses études, que c'est plutôt lié aux aspects de biosécurité qui étaient insuffisantes. Et le professeur Anne Courroucé de l'École vétérinaire de Nantes était allé sur place pour aider à gérer cette crise envoyée par la FEI. C'est une maladie de répartition mondiale et on va le voir, ça n'intéresse pas que des chercheurs en France et il faut une collaboration, c'est essentiel. On a une filière avec un nombre d'animaux qui est limité. S'il n'y a pas de collaboration au niveau international, on aura du mal à limiter cette pathologie. Un dernier élément avant de vous parler des antiviraux, c'est de comprendre la cinétique de ce virus dans les compartiments biologiques chez l'animal, déjà pour mieux diagnostiquer et également pour mieux traiter. En effet, on voit que c'est à peu près à 24 heures après l'infection de l'animal par le virus qu'on va avoir ce pic de fièvre en rouge qui correspond au taux le plus élevé de virus sur les prélèvements écouvillons nasopharyngés qui sont réalisés pour la détection par PCR. Et c'est quelques jours après qu'on verra apparaître les premiers signes neurologiques chez l'animal. Donc tout ça a son importance après également pour la prise de décision des traitements. Alors la prévention et le traitement, je ne vais pas parler prévention ici, j'ai pas le temps. Savoir qu'on a des vaccins qui existent, qui ont une efficacité pour limiter la multiplication du virus, mais cette efficacité, rien n'a été démontré à ce jour au niveau de la forme nerveuse, en particulier parce qu'il n'existe pas de modèle. Donc, si on se tourne vers les molécules antivirales, on n'a pas d'autorisation aujourd'hui de mise sur le marché, mais il y a quand même de l'acyclovir qui a été utilisé dans de nombreuses études. Et au laboratoire, on a lancé, il y a une dizaine d'années, avec ce consortium, une grosse étude pour, par repositionnement de molécules, essayer de trouver des molécules qui pourraient avoir un effet sur ce virus.
On a utilisé une technologie qui est basée sur de la culture cellulaire à haut débit, de façon à pouvoir cribler un nombre important de molécules. Et donc, cette technologie, elle est basée sur des cellules des puits dans lesquels on met nos cellules en culture et on mesure le passage du courant. Et en fonction du nombre de cellules présentes, on va avoir, si on a un tapis de cellules confluentes, une belle courbe de ce type-là. Et si on a un virus qui agit et qui entraîne un effet cytopathique, on aura cette allure-là. Et on va le voir tout à l'heure dans la pratique. Donc, on a criblé des banques. On a criblé des banques du CERM, le centre du médicament en Normandie. On a criblé la banque Prestwick et aussi une banque in-house avec l'aide du docteur Pierre-Olivier Vidalin, qui est spécialisé dans la recherche sur les molécules antivirales et qui nous a aidé à cibler des molécules potentiellement intéressantes. Je vais passer rapidement sur nos critères d'inclusion avec cette technologie, mais c'est vrai qu'on a le type de courbe que j'ai évoqué et on a choisi des critères qui nous permettaient de voir, lorsqu'on avait la présence du virus sans molécule, le type de courbe rouge. Si on ajoute une molécule antivirale qui a un effet, on arrive à la courbe bleue et donc on peut mesurer l'aire sur la courbe ou alors avoir des données de Cell Index, le CID50, et à partir de ces critères, on a fait un premier crible de ces 2891 molécules qui nous ont conduit à 8 molécules d'intérêt pour tester sur nos cellules. Alors, j'ai voulu illustrer ici je vais essayer de lancer les 3 petites vidéos, illustrer ce que l'on a observé avec le ganciclovir. Donc, le ganciclovir, ce n'est pas l'aciclovir. Donc, il a une formulation qui n'est pas très éloignée. Et donc, avec la technologie que je vous ai décrite, vous voyez, on retrouve en rouge les cellules qui sont donc normales. En rose ici, lorsqu'on ajoute le virus, on a une chute du Cell Index. Et si on ajoute des concentrations croissantes de la molécule antivirale, on peut restaurer ce que l'on observe au niveau des cellules normales. Ce que l'on peut observer également en microscopie, puisqu'ici on a nos cellules contrôle, cellules infectées, et avec la concentration qui peut entraîner et limiter l'effet du virus. Et tout ça a été également mesuré par RT-PCR quantitative en mesurant cette diminution de la multiplication virale. Alors, voilà. Suite à cette démonstration in vitro de l'effet du ganciclovir, on a eu l'opportunité de réaliser une infection expérimentale où on avait 2 populations de chevaux, tous infectés par une souche qui avait pu entraîner par le passé la forme nerveuse de la maladie. Et sur ces 8 chevaux, 4 ont été traités au valganciclovir et 4 n'ont pas été traités. On a réalisé des prélèvements à des temps différents pour mesurer la charge virale au niveau nasopharyngé et au niveau sanguin, et également mesurer les signes cliniques. Sur cette diapositive, rapidement, on peut voir qu'on a une très belle séroconversion qui montre l'effet du virus. Et nos collègues ont développé au laboratoire également le dosage du ganciclovir pour bien montrer qu'au niveau sérique, on a pu retrouver uniquement chez les chevaux traités et dans les doses attendues les concentrations en ganciclovir. Donc, la partie d'observation au niveau des signes cliniques, on a vu de façon significative une diminution de la fièvre, une diminution de la charge virale au niveau des écouvillons nasopharyngés et également une diminution de la virémie. Donc, aucun effet secondaire notable n'a pu être noté et donc ces diminutions nous ont permis de montrer que le valganciclovir donc avait un effet contre ce virus chez les chevaux. Alors les chevaux, aucun de ces 8 chevaux n'a développé la forme nerveuse, ce qui ne permet pas de conclure à un effet de cette molécule pour lutter contre la forme nerveuse de la maladie, mais j'y reviendrai. On voit que c'est une grande limite pour étudier cette pathologie, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de modèle pour développer de façon certaine la forme nerveuse chez l'animal. On a poursuivi sur les 8 molécules les études de façon à trouver d'autres molécules d'intérêt. Et on le voit ici avec nos valeurs d'EC50. On a eu une molécule, la décitabine, qui était encore plus puissante que le ganciclovir. Et une autre molécule que l'on a nommée Clabéo, parce qu'on a cherché à la breveter, qui avait également un effet intéressant. À chaque fois que vous verrez une petite étoile rouge, c'est pour donner les valeurs de l'aciclovir qui est utilisé sur le terrain. Et vous voyez que l'aciclovir a failli passer au travers du crible. On avait une valeur de 50 micromolaires, c'était une valeur d'acceptabilité pour les molécules d'intérêt. Et on voit que l'aciclovir a une EC50 qui est vraiment largement supérieure
aux molécules d'intérêt comme le ganciclovir, la décitabine ou Clabéo. Ce qui nous a intéressé après, et ça a été évoqué par la présentation précédente, c'est que le risque de traitement par les antiviraux, c'est vraiment l'émergence de résistance. Donc on a fait le choix d'essayer de trouver, à l'image de ce qui s'est fait pour lutter contre le VIH, de prendre une option pour aller vers une trithérapie. Et on a mesuré également si on pouvait avoir des effets synergiques d'utilisation de nos différentes molécules. Et c'est le cas aujourd'hui entre le valganciclovir et la décitabine. Je vous l'ai précisé tout à l'heure, on fait également les mêmes études sur d'autres herpès virus équins de façon à montrer l'intérêt de ces molécules dans d'autres pathologies, mais aussi à confirmer sur des virus qui sont vraiment très très proches. Donc cette fameuse molécule Clabéo, on a essayé de la breveter, mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de marché. Et donc on a poursuivi malgré tout pour essayer de montrer si elle était toxique ou non chez les chevaux. Et on a fait une étude en collaboration avec l'équipe de Stéphane Zantara à l'ANSES de Maison-Alfort et mon collègue José Carlos Vallée-Casuso à l'ANSES de Normandie, de façon à voir si cette molécule pouvait ou non être toxique chez l'animal, ce qui aurait stoppé totalement les études, ou si on allait poursuivre pour voir si on a des effets synergiques ou non. Et les résultats montrent qu'on n'a pas de toxicité mesurée, détectée chez les chevaux avec cette molécule. Donc, si on fait le bilan un petit peu de ces trois molécules, le valganciclovir, Clabéo et la décitabine, alors a été évoqué, merci pour cette très belle introduction tout à l'heure, les différents modes d'action des molécules. On a ici une inhibition de la synthèse d'ADN pour le valganciclovir. On a pour Clabéo une inhibition de la ribonucléotide réductase et une inhibition du DNMT avec la lipométhylation qui a été très bien évoquée tout à l'heure pour la décitabine. Donc, on a aujourd'hui, pour le valganciclovir, coché les 4 cases, hein, un effet antiviral in vitro, in vivo, un effet synergique, une absence de toxicité. On doit poursuivre le travail pour cette seconde molécule et on a une limite également pour la troisième où l'absence de toxicité, on n'a pas pu la démontrer pour des raisons techniques avec notre partenaire qui travaillait sur cette problématique. En parallèle, on a eu, suite à un congrès qu'on a organisé en Normandie, le congrès mondial des maladies infectieuses équines, qui a lieu tous les 4 ans, réalisé à Deauville, ça nous a permis d'avoir des échanges avec nos collègues de la Japan Racing Association, qui gère énormément de pathologies chez le cheval au Japon. Et le docteur Yoshinori Kambayashi et Hiroshi Banheim travaillent sur une autre molécule, l'amenamivir, qui, elle, agit sur le complexe hélicase-primase, donc une autre cible. Donc, en faisant si on imagine une trithérapie avec des cibles différentes, on limite beaucoup l'émergence de résistance, comme ça a été évoqué. Donc, ils ont démontré dans leur laboratoire un effet intéressant de l'amenamivir. Ils ont également confirmé que le ganciclovir était un antiviral potentiel contre le HV1. Et vous retrouvez cette petite étoile qui montre une fois de plus dans leur laboratoire que l'aciclovir a un effet moindre que ce qu'on avait observé précédemment. Ils ont obtenu ces résultats, mais on souhaitait venir les confirmer avec notre technologie parce qu'ils avaient des variations sur leur approche à l'aide des plaques, du système de plaque reduction assay. Et donc, le docteur Kambayashi est au laboratoire chez nous depuis maintenant 4 mois et travaille avec cette technologie et a pu démontrer l'effet de l'amenamivir avec la technologie, confirmer celui du ganciclovir et une fois de plus, montrer un petit peu les limites de l'aciclovir. Donc là où on en est, c'est qu'on va poursuivre les travaux avec cette équipe. On va poursuivre les travaux avec cette équipe de façon à tester si on a ou non des effets chez le cheval de cette molécule qui est utilisée au Japon depuis 2017. Et je vais me déplacer avec Guillaume Fortier au Japon pour voir comment on peut également poursuivre pour réaliser un challenge entre nos 2 équipes. Donc, c'est ce que je disais, on a aujourd'hui 4 molécules, on s'oriente vers une trithérapie, mais de façon à nous aider, on ne va pas simplement rester sur tout ce qu'on a démontré en cellules 2D. On l'a vu avec le Covid, des effets imaginés avec des antiviraux sur des modèles 2D n'ont pas eu d'effet chez l'homme, et c'est simplement en passant sur des modèles organoïdes qu'on a pu montrer la limite, certaines fois, des études en niveau 2D. Donc, on a organisé récemment à l'ABO à Caen un congrès où on a rassemblé l'ensemble des personnes qui travaillent
travaillent dans ce domaine, et en particulier Pierre-Olivier Vidalin, Cyril Mathieu, qui sont des spécialistes des modèles organoïdes au CIRI à Lyon, Fabienne Archer pour les organoïdes au niveau respiratoire, et tout le monde connaît ici dans cette salle Stéphane Zantera, qui était un acteur majeur de ce congrès. Et donc notre stratégie aujourd'hui, ça va être en ciblant nos 3 molécules, travailler sur les concentrations efficaces, aussi bien sur les organoïdes cérébraux que sur les modèles interface air liquide, et également sur les cultures organotypiques. Alors, on a des premiers résultats préliminaires obtenus sur les organoïdes cérébraux qui sont encourageants avec l'aide du docteur Bertrand Pin. On a réussi, en infectant les organoïdes et en mesurant au niveau du surnageant et des organoïdes, à montrer qu'on avait une amplification de nos différents virus. On a travaillé sur différentes souches de HV1 et sur le virus EHV4, et on a une bonne corrélation entre ces virus EHV1 qui infectent les neurones et une très faible multiplication avec le HV4 qui n'est pas connu pour entraîner la forme nerveuse de la maladie. Donc, on ne sait pas reproduire la maladie. On va poursuivre cette stratégie, comme je l'ai évoqué. Je remercie au passage l'Académie vétérinaire de France pour son soutien, puisque suite au courrier de soutien réalisé, on a pu obtenir des financements et labelliser des projets. Et j'aimerais terminer en évoquant 2 maladies. Il y a dans la salle mon collègue José Carlos Valle-Casuso, qui est un spécialiste de l'artérite virale équine et de l'anémie infectieuse des équidés. Le même type d'étude est réalisé aujourd'hui dans son laboratoire avec des molécules qui font l'objet également d'études de toxicité sur le cheval. Le West Nile, on en entend beaucoup parler. Il est arrivé en région parisienne, aussi bien chez l'homme que chez les chevaux. Les équipes de Gaël Gonzalez et Stéphane Zantara ont également entamé des études sur des molécules antivirales. Et je terminerai en évoquant la grippe équine. On a vu tout à l'heure ces belles images de réassortiment possible. Il faut savoir que le virus de la grippe chez le cheval mute beaucoup moins vite que chez l'homme. Je participe chaque année à l'OMSA au suivi de ce qui se passe dans le monde, et on va avec nos séquences isolées en France, séquences obtenues en relation avec le RESP. Merci Jean-Yves. Et à chaque fois, on a pu montrer, ça fait 10 ans que le vaccin n'a pas été mis à jour. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, heureusement, parce que l'industrie équine ne pourrait pas supporter une mise à jour annuelle des vaccins. Il y a un nombre trop peu important de chevaux, et heureusement que ce virus aujourd'hui mute beaucoup moins vite. Ma dernière diapositive, avant de remercier mes collègues, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est des approches potentielles pour demain, où au lieu de cibler le virus, on peut cibler l'hôte. La problématique qu'on aura chez le cheval, c'est qu'on a une recherche fondamentale qui est beaucoup plus pauvre que dans le domaine humain ou sur d'autres espèces de rentes, et qu'on manquera certainement de données. Donc, en conclusion, l'usage des antiviraux chez le cheval, oui, pour lutter contre la forme nerveuse de la rhinopneumonie. Le valacyclovir est utilisé, mais dans les études randomisées publiées, dans certains cas, on n'a pas montré de différence. Dans d'autres cas, une réduction de la charge virale et des signes cliniques. Donc, un espoir avec le valganciclovir et la trithérapie que l'on met en place. On va essayer de passer le frein au développement avec les modèles 3D. Et donc, l'existence de données scientifiques fiables, ça a été souligné par l'Académie, sont indispensables pour mettre en place des protocoles. Et je l'ai souligné aussi, de par les chevaux qui voyagent de par le monde avec leurs pathogènes, une collaboration internationale qu'il faut vraiment poursuivre. Donc, les perspectives, tester en conditions terrain. On a parlé du suivi de l'émergence des résistances. On a un outil, vous l'avez vu, où on peut suivre en modèle 2D si on a les souches, et avec le RESP, on a les souches qui nous remontent, le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines. C'est assez unique. On a les souches de grippe et d'herpès qui nous remontent chaque année de façon à suivre si, oui ou non, on a des mutations et des résistances par rapport à ces pathogènes. Et donc, j'aimerais brièvement, mais quand même, remercier tous mes collaborateurs à l'ABO, en particulier les 4 derniers doctorants qui ont travaillé sur ce sujet, et les différentes personnes des consortiums avec nos collaborations, que ce soit au CIRI, à l'INRAE, à Impédancel, à l'ANSES et nos collègues du GRE, sans oublier à droite tous les financeurs. Et vous le verrez, c'est vraiment la filière équine qui est un financeur très important pour réaliser ce travail avec la région Normandie. Je vous remercie.